en Louisiane, où l'écrevisse est roi en ce moment. La récolte bat son plein et nous vous emmenons sur l'eau pour voir comment cela se passe. La Louisiane a autrefois inondé ses rizières avec des millions d'écrevisses rouges, s'attendant à un petit coup de pouce saisonnier. Pourtant, cette expérience boueuse a transformé l'agriculture, remodelé les écosystèmes et stupéfié le monde. Ces crustacés représentent une grande affaire pour la Louisiane. Ils contribuent 300 millions de dollars à l'économie de l'État. Ce qui avait commencé comme une pratique régionale est devenu une révélation mondiale et une industrie que personne n'avait vu venir. Un paradoxe énorme. Ils ont l'air peu remarquables au premier regard, ces écrevisses rouges des marais qui rampent à travers les champs inondés de Louisiane. Mais sous leur armure se cache un design biologique façonné par des millénaires d'environnement rude. Leur véritable habitat s'étend à travers le bassin du Mississippi, un royaume de marais profonds, de rivières sinueuses et d'inondations saisonnières. Dans ces paysages changeants, la survie favorise les patients, les adaptables et les obstinés. L'écrevisse rouge des marais correspond à ces trois critères. Lorsque la sécheresse assèche la terre, elle creuse, construisant des terriers pouvant atteindre près d'1 mètre de profondeur. Quand les inondations reviennent, elle émerge sans hésitation, prête à se nourrir, grandir et se reproduire. Sa tolérance au faible oxygène, à l'eau trouble et à la salinité fluctuante lui permet de prospérer là où des espèces plus fragiles échouent. La nature a conçu cette créature pour l'endurance, non pour la grâce. Pourtant, cette résilience porte un paradoxe. Bien que l'écrevisse soit originaire du sud des États-Unis, les écosystèmes bien au-delà de la côte du Golfe n'ont pas eu cette chance. Une fois introduite dans les rizières ou les canaux d'irrigation, elle se comporte différemment. Ses pinces creusent dans les digues, son appétit modifie les zones humides et sa rapidité de reproduction écrase les concurrents natifs. Dans un environnement inapproprié, les mêmes qualités qui soutiennent les champs de Louisiane peuvent démanteler les écosystèmes à l'autre bout du monde. Ce conflit entre survie et perturbation est là où l'histoire commence véritablement. L'écrevisse n'a jamais été destinée à rester au même endroit. Et l'humanité, comme souvent, s'est assurée qu'elle ne le fasse pas. Comment une espèce locale est devenue un problème mondial? Le écrevisse n'était jamais censé s'éloigner des marais boueux du sud américain. Pourtant, au début du XXe siècle, une combinaison de curiosités, d'expérimentations agricoles et d'accidents imprévus a mis l'espèce sur une voie qui allait remodeler les écosystèmes sur plusieurs continents. Les premiers documents montrent que l'écrevisse rouge des marais a été délibérément introduite dans certaines régions de l'ouest des États-Unis pour la production alimentaire et le contrôle biologique. La Californie, avec son agriculture du riz en expansion, fut l'un des premiers endroits en dehors du sud-est où l'espèce s'est établie. Les canaux d'irrigation, les hivers doux et les inondations prévisibles créaient un rythme familier pour l'animal. Ce que les scientifiques prévoyaient comme une expérience d'aquaculture contrôlée est rapidement devenu quelque chose d'incontrôlé. Une fois établi, l'écrevisse a suivi les voies d'eau vers de nouveaux champs, ruisseaux et zones humides. Ce qui avait commencé comme un essai s'est transformé en une propagation silencieuse. L'escalade réelle est survenue des décennies plus tard. Vers le milieu des années 1970, des pays cherchant des sources de protéines bon marché et à croissance rapide ont vu du potentiel dans ce crustacé robuste. L'Espagne a introduit Procambarus clarki dans les marais du Guadalquivir, espérant renforcer les pêcheries locales. La Chine a reçu des envois à la fin des années 1920 et au début des années 1930, initialement pour l'aquaculture et la recherche, même si son essor massif à l'échelle nationale n'interviendrait que dans les années 2000. Le Japon a introduit de l'écrevisse dans les années 1930 pour nourrir des grenouilles taureaux importées, sans se douter que l'espèce s'échapperait dans les lacs et les rizières. Le Kenya a vu sa propre introduction dans les années 1970, l'écrevisse transformant finalement les communautés végétales du lac Naivasha en quelques années. Chaque région croyait pouvoir maîtriser l'espèce. Chacune a sous-estimé sa capacité à creuser, grimper et s'étendre à travers les réseaux de zones humides. Dans de nombreux endroits, les conséquences furent immédiates. Berges érodées, rizières endommagées, plantes aquatiques effondrées et pression sur les poissons indigènes qui n'avaient aucune défense contre un nouvel arrivant vorace. À travers les continents, le même schéma s'est répété. Ce qui prospérait naturellement en Louisiane est devenu envahissant presque partout ailleurs. Et tandis que les écosystèmes mondiaux peinaient à gérer sa présence, la Louisiane s'apprêtait à prendre l'écrevisse dans l'autre sens, non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Le moment de réinvention de la Louisiane.
Alors que d'autres pays luttaient contre la propagation implacable de l'écrevisse, la Louisiane voyait autre chose dans la boue. Des générations d'agriculteurs comprenaient les rythmes de cette terre, comment l'eau arrivait, comment le sol respirait, comment la vie se mouvait sous la surface. Au lieu de combattre l'écrevisse, ils apprirent à travailler avec elle. La percée vint d'une simple observation. Après la récolte du riz, les champs contenaient encore assez de résidus végétaux et de matière organique pour soutenir une seconde récolte, non pas de céréales, mais d'écrevisses. Lorsque les pluies hivernales et les eaux peu profondes revenaient, les adultes creusés remontaient à la surface, se nourrissant des tiges cassées, des grains restants et des micro-organismes laissés par la saison précédente. Ce qui semblait être des déchets agricoles devint la base d'une toute nouvelle industrie. Les agriculteurs réalisèrent qu'ils n'avaient pas besoin d'importer de la nourriture ou de construire des étangs spécialisés. Le cycle naturel, riz en été, écrevisses en hiver, créait un système autonome. Lorsque les champs étaient drainés au printemps, les écrevisses rentraient instinctivement dans leur terrier attendant la prochaine crue. La terre elle-même devenait l'incubateur. À la fin du XXe siècle, cette rotation riz-écrevisse s'étendit à travers le sud de la Louisiane. Elle offrait ce que peu de régions agricoles trouvent jamais. Une seconde culture à haute valeur ajoutée nécessitant peu de travail supplémentaire et prospérant dans les mêmes espaces déjà utilisés pour le riz. Alors que les prix du riz fluctuaient, l'écrevisse devint le stabilisateur, fournissant aux agriculteurs un revenu pendant les mois autrefois considérés comme hors saison. Les communautés le long du bassin d'Atchafalaya et de la prairie Cajun observèrent l'évolution de cette espèce, passant d'une nuisance occasionnelle à une bouée de sauvetage régionale. Ce qui représentait une menace invasive ailleurs devint une pierre angulaire de l'identité locale. Les pièges à écrevisses, autrefois de simples cylindres de fil de fer assemblés à la hâte dans les arrière-cours, devinrent des outils d'une industrie en croissance. Les pêcheries se développèrent, les entreprises familiales émergèrent, les traditions culturelles s'épanouirent autour de la récolte. La Louisiane avait accompli ce que aucune autre région n'avait fait, transformer un facteur écologique imprévisible en moteur économique. Moteur industriel propulsant une récolte de plusieurs millions de dollars. Avant le lever du soleil, de longues barques étroites glissent sur les champs inondés de Louisiane. Leurs coques en métal effleurent la surface, coupant à travers la brume qui s'accroche bas sur l'eau. Les moteurs grondent, réguliers et rythmiques, tandis que les pêcheurs passent de piège en piège dans une routine chorégraphiée perfectionnée depuis des générations. Chaque cylindre en fil de fer est relevé, secoué, rebattu, puis replacé d'un seul geste fluide. Des dizaines d'écrevisses se déversent sur le pont à chaque tirage, leur carapace claquant contre l'aluminium comme un battement de tambour vivant. C'est là que l'ampleur de l'industrie devient indéniable. La Louisiane produit plus de 100 millions de livres d'écrevisses lors d'une bonne année, et la majorité provient de ces mêmes champs peu profonds. La valeur économique de cette récolte dépasse largement les 300 millions de dollars par an. Ce qui vivait autrefois inaperçu sous la boue soutient désormais des milliers de familles, de petites exploitations, de grands transformateurs et des chaînes d'approvisionnement régionales. Au moment où les écrevisses quittent les barques, leur parcours s'accélère. Des camions les transportent jusqu'aux usines de transformation où la vapeur s'élève des cuves en acier inoxydable et où les tapis roulants tournent sans interruption. Les ouvriers trient, lavent et emballent avec une vitesse remarquable. Des écrevisses entières sont conditionnées pour les festivals de cuisson à travers le sud, tandis que des queues décortiquées sont emballées sous vide pour des restaurants s'étendant de Houston à Chicago. Certains envois voyagent bien au-delà des frontières américaines, atteignant des marchés d'outre-mer où le profil gustatif louisianais a gagné une popularité surprenante. Chaque maillon de cette chaîne dépend d'un timing intense. Inondés trop tôt et les bassins refroidissent trop lentement. Vidanger trop tard et la récolte de riz en pâtit. Une fenêtre de récolte manquée peut coûter des milliers de dollars en une seule semaine. Pourtant, lorsque tout s'aligne, niveau d'eau, température, demande, le système fonctionne comme une machine vivante, transformant des champs boueux en une puissance économique. La crise cachée sous l'eau. Pour toute sa vigueur, l'industrie repose sur un écosystème bien plus fragile qu'il n'y paraît. Les zones humides de Louisiane, autrefois vastes et auto-renouvelables, rétrécissent à un rythme que peu d'endroits sur Terre peuvent égaler. L'érosion, la montée des mers, le tassement et l'intrusion d'eau salée ont grignoté plus de 2000 milles carrés de terre côtière en moins d'un siècle. Les champs, qui autrefois soutenaient une végétation aquatique dense, contiennent maintenant une eau plus trouble, plus chaude.
avec des niveaux d'oxygène qui chutent plus rapidement chaque année. Les écrevisses adultes supportent mieux ces changements que la plupart des espèces, mais pas leurs jeunes. Les larves dépendent de températures d'eau stables, d'un oxygène modéré et d'une abondance de micro-organismes qui ne prospèrent que dans des zones humides en meilleure santé. Lorsque les tempêtes poussent l'eau salée au plus profond du bassin ou que des sécheresses prolongées craquellent le sol avant l'arrivée des pluies hivernales, des cycles entiers de reproduction peuvent être perturbés. Les agriculteurs ont vu des saisons où les pièges reviennent presque vides, non pas à cause de maladies ou de surpêche, mais simplement parce que l'environnement a failli au moment le plus délicat. Les anomalies climatiques ont déjà donné des signaux d'alerte. Des années de chaleur extrême suivies d'inondations inhabituelles ont réduit les rendements d'une manière dont les anciennes rotations peinent à se remettre. Ce qui semblait autrefois prévisible paraît désormais précaire, surtout pour les petits exploitants dont les moyens de subsistance dépendent de fenêtres saisonnières étroites. Cette vulnérabilité dépasse la biologie. L'équilibre complexe de la rotation riz-écrevisse dépend de digues qui tiennent, de pompes qui fonctionnent et de cycles de pluie qui ressemblent encore à leurs normes historiques. Toute perturbation, une brèche dans une digue, une sécheresse tardive, une inondation bloquée, peut se répercuter sur une communauté entière. Au cœur d'une industrie florissante, l'eau rappelle silencieusement à tous que la prospérité peut changer aussi rapidement que les marées. En Louisiane, les écrevisses sont plus qu'une récolte. Elles sont un battement de cœur saisonnier. Les familles se rassemblent chaque printemps, conscientes que cette abondance est fragile. Protéger les zones humides qui la soutiennent est essentiel. Si vous croyez que ces traditions méritent de durer, restez avec nous. Aimez, abonnez-vous et continuez d'explorer les mondes cachés qui façonnent notre planète.